Je te laisse commencer, Sébastien. Eh ben, merci Guillaume. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'ai même envie de dire bonsoir. Voilà, très heureux de vous accueillir pour cette présentation de BIMBAP dans le cadre du cycle de webinaire du Conservatoire des espaces naturels Hauts-de-France. Merci à Guillaume pour l'organisation. Comme Guillaume le disait, hein, c'est le dernier webinaire de ce cycle de l'année, donc on souhaitait matérialiser un petit peu ce dernier webinaire par ce petit bonnet de Noël dont on a bien besoin. Voilà. Alors, comme le disait Guillaume, hein, donc BIMBAP est une démarche co-animée par le Forum des marais atlantiques et le Conservatoire des espaces naturels. Alors, le Forum des marais atlantiques, ça ne parle pas forcément toujours. Quand on est dans les Hauts-de-France, alors on a une antenne qui s'appelle Manche-Mer du Nord, qui est basée à Saint-Omer, hein, et le forum interagit sur toute la façade atlantique Manche-Mer du Nord. On est sollicité sur BIMBAP depuis le départ, hein, depuis les premières réflexions qui ont même été lancées dès 2013. Le forum est identifié Paul Relais Zones Humides. On est aussi animateur du réseau Ramsar Hauts-de-France. On participe à la mobilisation autour de la Journée mondiale des zones humides, mais aussi au PMAZH, le programme de maintien de l'agriculture en zone humide, etc., etc. Donc le forum, c'est un syndicat mixte, voilà, pour faire la transition avec le C'est notre France, qui est une association que vous connaissez bien, hein, voilà, et dont les missions principales sont de connaître, gérer, protéger, valoriser, accompagner les acteurs, qui est aussi sollicité depuis le départ sur le projet BIMBAP. Donc le CEN, vous voyez, hein, est organisé en fédération, alors une fédération nationale, et puis après il y a des déclinaisons régionales avec des sièges départementaux et autres. Alors, BIMBAP, on va d'abord vous poser le cadre pour vous permettre de bien comprendre cette démarche. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. BIMBAP, c'est l'acronyme pour désigner la boîte d'indicateurs des milieux humides pour le bassin Artois-Picardie. Alors, comme disait Guillaume, voilà, ce n'est pas un plat coréen, hein. Si vous vous attendiez à ce webinaire à assister à une rubrique culinaire sur les plats asiatiques, c'était pas le bon endroit. BIMBAP, c'est une déclinaison finalement de démarches initiées dans les différents bassins qui a démarré du côté de Rhône-Méditerranée. Bon, ça, on va y revenir un petit peu plus tard, hein. Tout est parti de Roméo. Et voilà, chaque bassin s'essaye à développer, déployer ses boîtes à outils avec des choses plus ou moins avancées. Donc aujourd'hui, on a des boîtes telles que Roméo, Ligero, qui sont bien connues, BIMBAP décline dérive de tout ça, et puis on a d'autres démarches sur des bassins qui sont plus ou moins avancés. Donc BIMBAP a été initié pour évaluer, suivre les travaux de restauration milieu humide. Comme vous pouvez le voir, c'est une démarche collective et c'est important d'insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes et de structures qui ont pris part à un moment ou à un autre à cette démarche. Voilà, vous pouvez les retrouver ici et surtout, BIMBAP est partie intégrante de l'Agence régionale de la biodiversité, alias ARB. Alors, comme on disait à l'instant, hein, BIMBAP est un petit peu la petite sœur des boîtes Roméo, qui est arrivée en 2019, Ligero en 2014 et BIMBAP en 2023. Toutes ces boîtes de bassins, en fait, s'articulent autour d'un projet commun qui s'appelle MEO, pour Milieu humide, évaluation, observation. Et le projet MEO est en fait une action reprise dans le plan national milieu humide 2022-2026. Donc il y a une démarche nationale qui vise à déployer des indicateurs sur l'ensemble du territoire national, et puis pour pouvoir décliner cette motivation à suivre les travaux de restauration milieu humide, il y a des déclinaisons sur les bassins qui voilà, se sont construites au fil du temps. Alors, pourquoi BIMBAP D'abord, ça répond à un besoin. Besoin, je l'évoquais, hein, c'est d'évaluer les travaux effectués en milieu humide sur le bassin Artois-Picardie, donc voilà, essentiellement des travaux de restauration. L'idée, c'est surtout d'avoir un outil d'aide à la décision
et un outil d'évaluation. Voilà, la finalité de ces indicateurs, c'est aussi de prioriser, de voir si ce que l'on fait en termes de restauration fonctionne ou fonctionne moins bien. C'est tout le sens d'avoir une boîte à outils. L'objectif, donc, c'est d'avoir quelque chose qui soit à disposition, hein, disposer d'une boîte d'indicateurs pour le suivi des travaux en milieu humide. Et elle s'adresse, cette boîte, public divers. Alors, bien entendu, les gestionnaires d'espaces naturels s'y retrouveront, mais on pense aussi globalement aux maîtres d'ouvrage, aux agents de collectivité. Alors, il faut entendre par là que voilà, certains de ces agents, hein, n'ont pas forcément de compétences spécifiques pour évaluer des travaux en milieu humide, mais on invite à bien inclure BIMBAP dans vos cahiers des charges lorsque vous lancez un marché de travaux, pour proposer cette boîte d'indicateurs pour évaluer les travaux que vous aurez pilotés, menés, coordonnés. Voilà, donc même si vous n'êtes pas authentiquement des agents de terrain, il est possible de promouvoir cette boîte et on vous y invite. Et la finalité, bien entendu, hein, c'est pas de suivre pour suivre, c'est bien de préserver les écosystèmes, les milieux aquatiques, humides, les fonctions qu'ils assurent et gérer durablement ces écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On va l'ouvrir. On aurait pu faire un cadeau de Noël, hein, pour rester dans la sémantique de notre petit bonnet d'introduction. Alors, cette boîte se compose de 2 parties. On a une présentation générale, mais qui n'est pas négligée, qui rappelle ce qu'est un indicateur, à quoi ça sert, pourquoi il est important d'évaluer les travaux en milieu humide, et puis un tableau d'aide à la décision qui est très pratique. Et puis on a une deuxième partie là, qui va récapituler l'ensemble, enfin qui va reprendre l'ensemble des indicateurs qui sont proposés avec les prérequis. Donc voilà, les prérequis de base, hein, la périodicité la mise en place des indicateurs, la fréquence, les coûts, les moyens que ça peut demander, et puis une partie un peu plus détaillée, voilà, qui va vous permettre de découvrir les différents protocoles et d'aller plus loin. Ces guides, vous pouvez les télécharger, hein, au lien qui vous est présenté. Donc, pour les adeptes, QR code ou simplement le lien. Voilà, il est disponible sur le portail de l'eau en Artois Picardie. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. On a déjà plus de 150 téléchargements là sur l'année et demie depuis la diffusion. Si on rentre un peu plus précisément dans la boîte, vous allez avoir 7 indicateurs. Alors, vous avez des indicateurs codifiés en I0 à I10. Hein, donc ça, ce sont des indicateurs qui sont communs à la boîte MEO dont on parlait tout à l'heure, la boîte nationale. L'indice floristique d'engorgement, dynamique hydrologique de la nappe, l'indice floristique de fertilité et l'intégrité du peuplement d'eau non nette. Et puis, on a des indicateurs qu'on dit spécifiques à BIMBAP, mais qui sont finalement déjà déclinés bien au-delà du bassin Artois-Picardie, qui sont les indicateurs CIRF-The-Net, l'indicateur hétérocère, autrement dit les papillons de nuit, et l'ICOCAM, l'indicateur composite des coléoptères aquatiques des mares. Donc ça, ce sont des démarches tout à fait spécifiques qui ne sont jusqu'à présent pas reprises dans les autres boîtes, sur les autres bassins, mais qui peut-être à terme les inspireront. Et c'est aussi le sens que d'avoir ces boîtes de bassins qui se nourrissent entre elles et qui expérimentent des choses pour peut-être les proposer au-delà de leur simple cadre. Alors, pour considérer les indicateurs, j'ai envie de dire, il faut avoir des indicateurs, si je puis dire. Alors, voilà, avant de le mettre en place, il faut déjà avoir un regard critique là-dessus. Donc, quand on met en place un indicateur, il doit d'abord être spécifique, il doit correspondre à des paramètres précis. Il doit être mesurable, c'est-à-dire que ça va renvoyer à des valeurs que l'on peut mesurer et qui vont vous servir à faire des calculs. Cet indicateur, il doit être atteignable, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte le rapport temps, le rapport coût, voilà, et toutes les contraintes que sa mise en œuvre peut impliquer pour qu'il soit effectivement atteignable. Reproductible, il doit pouvoir être réalisé plusieurs fois dans différents contextes par plusieurs acteurs. Alors cette partie-là,
Elle tient compte du facteur de risque finalement, ou des facteurs de risque tels que voilà, hein, le départ d'un agent dans vos structures ou des conditions particulières qui font qu'il va falloir s'adapter pour perpétuer la mise en place de l'indicateur. Et temporel, eh ben oui, parce que voilà, il faut l'envisager aussi sur plusieurs années. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, les indicateurs, en fait, ils sont de 2 types. Donc vous avez 7 indicateurs, hein, mais on va voir 2 catégories. Des indicateurs de fonctionnalité du milieu, tels que l'indice d'engorgement, l'indicateur piézométrique, indicateur de fertilité, et puis des indicateurs dits de biodiversité qui, en fait, posent l'état d'un peuplement observé en face d'un peuplement attendu. Donc c'est le schéma que vous avez en dessous. En fait, il faut se mettre en situation de liste de références qui correspondent à des habitats précis. Et en fonction de ce que vous allez observer, vous allez pouvoir déterminer des dysfonctionnements ou une bonne intégrité de votre peuplement en face d'un peuplement théorique, on va dire. Donc voilà, si les espèces que vous relevez lors de ce protocole ne correspondent pas aux espèces au rendez-vous, eh ben, c'est qu'il y a peut-être un dysfonctionnement. Vous pouvez aussi avoir des espèces inattendues, auquel cas, voilà, on peut se demander si on a bien caractérisé notre habitat. Mais Guillaume y reviendra plus en détail par la suite. Alors, au sein de la boîte, bah, vous allez retrouver ces fiches indicateurs, hein, qui se présentent sous 2 formes. Alors, vous avez une fiche simplifiée qui tient en une page et qui va vous donner vraiment un aperçu d'ensemble rapide, en un coup d'œil, j'ai envie de dire, de ce en quoi consiste votre indicateur. Et puis une fiche plus détaillée, où là vraiment, à partir du moment où vous êtes conforté dans le choix ou pas d'un indicateur, bah, vous pouvez aller retrouver les détails du protocole, de la méthode de relevé, des coûts, des analyses, etc., etc. Donc une fiche simplifiée, une fiche détaillée. Alors les indicateurs, bah, voilà les grands éléments hein, qu'ils reprennent, le processus, la fonction suivie, hydrologique, biogéochimique, biologique, le domaine d'application, est-ce que ça va concerner les mares comme pour l'ICOCAM ou d'autres milieux humides, le protocole, c'est ce que je disais à l'instant, hein, la méthode de récolte des données, le plan d'échantillonnage, les compétences nécessaires, ça c'est important à prendre en compte, la fiche de terrain dans certaines situations pour bien relever vos données. Et puis aussi, ce n'est pas anodin non plus, une partie analyse et interprétation, parce que ce qui va ressortir de vos calculs, de vos mesures, est aussi sujet à interprétation et demandera une évaluation, notamment statistique. Et puis vous avez aussi ce fameux tableau d'aide à la décision qui va vous aider en fonction des altérations, des dysfonctionnements, des éléments perturbants que vous constatez sur votre site, bah, de déterminer une action à mener et puis quel indicateur vous pouvez choisir. Donc, cet outil est plutôt pratique et on va le découvrir un peu plus en détail. Voilà. Alors, comme vous le voyez, ce tableau se présente voilà, en 3 grandes colonnes, on va dire, avec une partie de dysfonctionnement, où on va identifier euh, bah, les bien nommés dysfonctionnements, l'assèchement, atterrissement, remblaiement, on en verra d'autres après. Par rapport à ce dysfonctionnement, l'intervention qui est préconisée. Alors, voilà, ce tableau n'a pas la vocation à être exhaustif, mais en tout cas, ça résume quand même l'essentiel des interventions que l'on peut proposer. Bon, voilà, j'ai des remblais, donc les causes, c'est qu'on a stocké des matériaux divers sur un site, ça altère la fonction hydrologique. Je veux reconstituer la capacité de stockage de l'eau. Bah, l'action que je dois mener, c'est déblayer, évacuer les remblais. Et pour mesurer si ça marche, je peux choisir parmi les indicateurs de BIMBAP le I01, l'ICO I02. Alors, vous aurez sans doute relevé que le I01, on ne l'a pas forcément cité précédemment, c'est parce que c'est un indicateur
qui est en cours de finalisation, il est espéré très prochainement, c'est l'indicateur pédologique sur le niveau d'humidité du sol. Voilà une deuxième partie du tableau, hein, dysfonctionnement, minéralisation, eutrophisation, toujours le même système, les dysfonctionnements, l'intervention, le suivi, et puis on vous l'a découpé en 3 parties, donc on a une troisième partie qui va arriver. Voilà, sur les aspects biodiversité, la dégradation de capacité d'accueil de la biodiversité des milieux humides. Donc, voilà, les causes peuvent être multiples. Donc, vous souhaitez restaurer, conserver, diversifier les milieux à renaturer au travers de différentes actions. Vous avez toute une série aussi d'indicateurs, dont un indicateur aussi dont on attend des nouvelles, l'indice, la valeur patrimoniale de l'avifaune, voilà, l'IVP. Sinon l'indicateur CIRF, les hétérocères, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc pour illustrer ça, hein, on essaye de se projeter un peu sur le terrain. Vous avez une situation de drain dans des prairies humides que vous souhaiteriez ôter pour restaurer les fonctions liées à ces milieux humides. Vous avez l'indicateur I01, I02, I03. Donc la pédologie, l'engorgement ou la dynamique hydrologique de la nappe. Et puis pareil pour la question des remblais qu'on évoquait à l'instant. Voilà, donc l'utilisation des indicateurs dans la gestion. Une partie sur le fonctionnement et l'application des indicateurs. Alors, quand est-ce qu'on met en place ces évaluations finalement? D'abord, dans la plupart des protocoles BIMBAP, ce que vous allez retrouver, c'est une approche à plusieurs échelles. C'est-à-dire que vos mesures, votre indicateur peut se mettre en place à l'échelle de vos travaux, mais ces travaux vont aussi avoir une incidence à l'échelle de votre site. Donc, c'est important d'appréhender ces différents niveaux pour avoir à la fois un suivi qui restitue finalement l'état de la zone restaurée et puis l'état global du site. Ce qui est important de considérer aussi, c'est la temporalité des relevés, qui va être plus ou moins rapprochée selon l'échelle ou selon le protocole aussi. Voilà. Et puis, de bien considérer qu'il y a le T0, le démarrage de vos travaux, donc qu'il y aura un état initial, voilà, qui est fondamental à prendre en compte. Donc, à partir du moment où vous envisagez des travaux, vous avez défini vos objectifs, il est important en amont de bien prévoir la mise en place d'un indicateur avant travaux pour évaluer les effets de ce que vous avez mené. Et puis surtout, de choisir le pas de temps adapté, parce que tous les protocoles ne renvoient pas forcément au même temps. Voilà, on a des indicateurs qui vont demander des suivis rapprochés et d'autres qui pourront être de l'ordre quinquennal ou décennal. Voilà, et donc tout ça, c'est synthétisé, on va dire, sur le petit schéma que vous avez à droite, hein, de bien distinguer ces parties avant travaux, pendant travaux et après travaux, suivi, évaluation, valorisation des résultats. Et mais il me semble bien que je vais passer la main à Guillaume. Ok, donc effectivement, donc on va rentrer un peu plus dans le technique, un peu plus dans le dur. J'espère que vous êtes bien accrochés en ce vendredi soir de fin d'année. On va rentrer dans le technique. Donc, comme l'a dit Sébastien, on a 7 indicateurs en Hauts-de-France que vous voyez ici, un petit 8e qui est en train de se construire sur le côté pédologique, qui a quand même nécessité d'une adaptation et d'une adaptation de la calculette aussi pour qu'on puisse un peu le diffuser. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la boîte actuellement. Si, là. Pour vous montrer un peu le déploiement actuel, alors cette carte n'est pas à jour, elle date du début d'année. Entre-temps, je pense que vous pouvez rajouter facilement une dizaine de sites.
Donc, il y aurait 90 sites à l'échelle des Hauts-de-France qui avec au moins un des indicateurs qui a été mis en place. Beaucoup de sites du conservatoire, mais également des sites d'accompagnement des syndicats mixtes, hein, du SMAGEA, du SIMCA, sur lesquels on est en train de les accompagner, avec principalement les deux indicateurs FLOR qui sont mis en place. On est à une quarantaine de sites, mais également d'autres indicateurs, hein, comme le Maritime, par exemple, sur lequel on va présenter pour l'intégrité des peuplements d'eau de natte. Je pense qu'on est à largement plus que 7 sites pour la dynamique hydrologique de la nappe, pour EcoCam, pour SearTheNet. Enfin, vous avez à peu près ici une idée de la répartition, de l'application de ces indicateurs, qui ressort même un peu du bassin Artois-Picardie, puisqu'on commence à aller voir aussi sur le bassin Seine-Normandie de temps en temps, dans le cadre de nos plans de gestion, puisque c'est un indicateur certains indicateurs qu'on essaye d'appliquer de manière un peu plus régulière. Au-delà du travail d'indicateur, je voudrais juste faire une petite aparté sur un travail de valorisation des données ici de ces indicateurs dans des bases de données nationales, hein, puisque pour être sûr que nos données soient prises en compte après dans d'autres projets d'aménagement du territoire, il y a également une bancarisation qui est importante. Et nous, on le fait au travers des bases de données ADES pour les données hydrologiques issues de la dynamique hydrologique de la nappe. Enfin, c'est en cours en tout cas. Pour tout ce qui est données pédologiques, pour l'indicateur pédologique, on les rend sous données sol, qui est un indicateur, qui est une base de données pardon, de l'INRA pour les données faune-flore sur le SINP, et on essaie de suivre ce qu'on appelle le cendre, qui est en gros, qui permet un peu de voir comment transmettre, sous quel format transmettre correctement les données. Pour rentrer un peu plus maintenant dans les indicateurs en eux-mêmes, en essayant, je vais essayer de les illustrer au maximum par des sites en tourbière avec des exemples pour lesquels on l'applique. Donc, Sébastien vous l'a montré, on peut les appliquer dans deux cas, soit dans le cas de suivi d'évolution d'un site, post-restauration, post-travaux ou simplement dans le cadre d'un plan de gestion ou nos suivis d'évolution des sites. Donc, vous allez avoir beaucoup de cas d'exemples ici qui vont être soit des T 0 avant travaux, soit qui vont être des indicateurs mis dans le cadre de projets de suivi. Je vais commencer d'abord par vous présenter les indicateurs qu'on utilise le plus souvent, qui est l'indicateur floristique d'engorgement et de fertilité, qui a l'avantage de pouvoir être calculé avec un seul et même travail de terrain. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail vraiment de l'indicateur grand détail. Là, je vous invite vraiment à lire la boîte à outils, la boîte d'indicateurs qui est bien faite. Donc, dans ces indicateurs liés aux données FLOR, on a le I02, qui est l'indicateur du niveau d'engorgement, donc FLOR-engorgement, qui a pour objectif de suivre l'évolution des battements de la nappe, du niveau d'engorgement et du niveau d'humidité du sol. Et on a le I06, qui lui est l'indicateur de fertilité du sol, qui va plutôt avoir pour objectif de suivre l'évolution physico-chimique de ces ressources en eau. Et donc, c'est plutôt un indicateur ici qui va être un indicateur sur un pas de temps court, c'est-à-dire qui va répondre plus ou moins rapidement à un changement du milieu, mais qui va probablement nécessiter également la mise en place d'un suivi plus régulier que d'autres indicateurs qu'on peut suivre tous les 5 ou 10 ans. Là, c'est un indicateur qu'il va falloir suivre à peu près tous les ans, tous les 2 ans, pour arriver à suivre et à lisser un peu les effets de temps en temps de certaines années. L'avantage de ces deux indicateurs, c'est qu'ils sont adaptés à tout type de zone humide et qui ne nécessitent pas forcément un matériel ou des compétences ultra importantes, mais des compétences un peu en flore, un décamètre, un GPS. Alors, comment il se déroule cet indicateur-là? Vous avez un transect de placettes qui est réparti de manière à échantillonner le plus d'habitats possible. Et juste un instant. Là. Et qui est réparti de manière à essayer d'inventorier le plus d'habitats naturels possible. Vous avez un exemple d'application de ces transects sur les marais de Moreuil, donc dans la Somme. Et au sein de ces placettes, enfin au sein de ces transects, les placettes sont placées à intervalles réguliers entre 20 et 50 mètres en fonction du site que vous inventoriez, de sa taille et des types d'habitats présents. Alors, on estime, en théorie, il faudrait une trentaine de placettes par site. On n'y est jamais, honnêtement, on n'y est jamais personnellement, nous aussi, à cet effort d'échantillonnage. Mais l'idéal, c'est d'avoir un maximum de placettes pour être le plus sûr d'être statistiquement viable. Et cet indicateur, comment il se passe? Vous avez vos placettes. Dans chacune de ces placettes, vous relevez les végétations et l'abondance les espèces présentes et l'abondance de chacune des espèces.
Et on a associé dans la boîte que vous avez à disposition des valeurs indicatrices pour chacune des espèces présentes sur le territoire, des valeurs d'hygrophilie ou de trophie, qui sont des valeurs qui sont fournies par Landolteal en 2018, vous les retrouvez dans les indices d'Ellenberg également, mais qui ont été ici, pour notre cas, révisés par le Conservatoire botanique national de Bayeul. Et l'indicateur va correspondre à la valeur moyenne pondérée de ce niveau trophique ou ce niveau d'affinité hygrophile à l'échelle de la placette. Donc, comment ça se traduit? Vous avez ici RIJ qui est le recouvrement de l'espèce, qui va être multiplié par sa valeur indicatrice que vous trouverez dans le tableau, qui varie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de 1 à 5. Et l'indicateur va correspondre à la somme de ces indicateurs divisé par le recouvrement total. Donc, le recouvrement total des espèces, donc somme et RIJ, et le tout qui divise en fait la contribution de chaque espèce multipliée par sa valeur indicatrice. Ça paraît compliqué comme ça, avec les lettres mathématiques, mais c'est un indicateur assez simple à mettre en place. Si vous prenez une espèce, sa contribution au sein de la placette, son indice de trophie ou d'hygrophilie, et vous divisez le tout par le recouvrement total sur votre placette. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand vous partez après dans l'analyse statistique. Donc là, vous avez une valeur et vous voulez savoir si votre valeur est significativement différente ou non d'une année à l'autre ou tout au long de votre période. Vous avez deux analyses statistiques possibles. Soit vous voulez savoir s'il y a une dépendance entre la valeur mesurée et l'année de mesure. Alors vous faites un V-Kramer. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de cet indicateur. Pour cela, je vous invite à participer aux formations BIMBAP qui auront lieu l'année prochaine ou à vous renseigner sur la boîte directement d'indicateurs ou à venir me contacter où je prendrai un peu plus le temps indépendamment pour parler donc de cette méthode statistique. Mais en gros, ça se base sur les occurrences, sur une comparaison entre des occurrences observées par rapport à des occurrences attendues et l'effectif total. Une fois que vous avez calculé cet indicateur-là, on vous accompagnera si jamais ça vous intéresse, vous pouvez savoir si l'association entre ce que vous observez et l'année est forte ou pas. Et si cette association est forte, ça veut dire probablement qu'effectivement, il y a une évolution au cours des années. Vous avez également la possibilité de savoir si entre une année A et une année B, vous avez une différence significative en faisant un test Wilcoxon et Kruskal. Alors, pour certains, ça peut paraître un peu chinois, un peu compliqué à comprendre ce que je raconte là, mais il n'y a pas de souci si vous avez besoin d'accompagnement sur ces volets-là aussi. Et si on prend par exemple le site de Moreuil, vous l'avez ici sur la droite, vous avez les indicateurs, l'évolution de l'indicateur d'engorgement, où on a observé typiquement pour le transect T3 que vous voyez ici, vous avez une évolution vous avez l'évolution des valeurs, enfin la répartition des valeurs, et il y a une comparaison qui a été faite entre le T0 qui avait été fait 5 ans plus tôt et le T plus 5 qui avait été fait en 2021, et on a observé une variation du niveau d'engorgement, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, au niveau du transect T3, on avait probablement une variation significative des niveaux d'eau qui amenait à un changement, en tout cas des populations végétales. Donc un indicateur qui a eu une évolution, là pour le coup, vers la dégradation des niveaux d'eau, des niveaux d'engorgement. Vous présentez un autre cas, là, je n'aurai pas forcément des résultats à vous présenter, mais vous présentez un cas concret de travaux cette fois-ci. Vous avez le site des marais de Morcourt qui fait partie des sites du projet Life Anthropofence, où on a restauré des tourbières via, à ce niveau-là, un bouchage de drains avec les planches en bois que vous voyez ici, et des travaux de déboisement et de détrépage, c'est-à-dire pour en tirer la couche de surface. Et l'objectif, c'était d'un peu diminuer les niveaux des sols pour essayer de permettre à une remontée, pas une remontée de la nappe, mais de retrouver des niveaux d'engorgement des sols suffisants pour permettre le maintien de la tourbe. Et pour suivre un peu l'impact de ces travaux sur le site, il y a les indicateurs BIMBAP, flore engorgement et flore fertilité, qui ont été mis en place, comme vous voyez ici, c'est les transects avec les onds bleus. Et on verra ça dans 5 ans, puisque ça, c'est relativement récent comme application.
Le deuxième indicateur, toujours dans les indicateurs de fonctionnalité du milieu, c'est peut-être un indicateur où certains d'entre vous sont un peu plus familiers, c'est la dynamique hydrologique de la nappe. C'est plus ou moins un outil et un indicateur qui vous permet d'utiliser vos suivis piézométriques pour savoir s'il y a une évolution significative ou non de vos niveaux de la nappe au cours du temps. Et là, contrairement aux indicateurs FLOR que j'ai précisé avant, c'est un indicateur qui va être obligatoirement à long terme, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir à minima 50 suivis pour pouvoir évaluer quelque chose, une évolution. Et généralement, on vous conseille plutôt d'aller sur 5, 10, 15 ans. Enfin, plus vous avez de temps, plus l'analyse sera robuste. Pareil, c'est un indicateur qui s'applique à tout type de zone humide, qui nécessite par contre un certain nombre de matériels, donc des piézomètres, des sondes de pression avec un suivi assez régulier tout au long d'une année. Et là, tout est détaillé également dans la fiche. Et si jamais vous avez également des questions sur l'application d'un piézomètre ou comment appliquer cet indicateur avec vos piézomètres, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Vous avez par exemple l'application à droite sur le site de la tourbière de Dourier dans la vallée de l'Authie. Vous voyez représenté en rouge le niveau des sols. Vous avez représenté donc l'indicateur dynamique hydrologique de la nappe qui se présente sous la forme de ce qu'on appelle des box plots ou des boîtes à moustaches, que vous voyez à droite. Et vous avez l'évolution sur les 10 dernières années des niveaux d'eau au sein de cette tourbière de Dourier. Et vous avez un certain nombre d'informations assez importantes sur ce graphique-là. Vous avez effectivement l'évolution au cours du temps, donc une droite de régression qui vous marque l'orientation de cette évolution, mais vous avez également chacune des boîtes avec le maximal, le minimal et la répartition interquartile. Alors, la répartition, cette répartition est le minimum et le maximum, elle va vous apporter une information des différences de battement de la nappe. C'est-à-dire, est-ce que les battements, la différence entre le minimum de niveau de la nappe et le maximum de niveau de la nappe ont augmenté, ou au contraire, est-ce qu'ils sont restés constants au cours du temps? Et après, vous avez la valeur moyenne qui va vous donner une idée, la régression qui va vous donner une idée si globalement, sur le temps, vous allez observer une évolution. Pareil, derrière tout ça, il y a un test statistique, il y a un fichier R que je peux vous transmettre qui vous permet, à partir de vos données, d'obtenir ce graphique-là et d'obtenir aussi le test statistique. Et là, sur le cas de Dourier, eh ben, on a regardé si cette droite de régression, cette augmentation qu'on observe là du niveau de la nappe par rapport au sol était significative. Et pour le coup, elle était faiblement, mais on avait une augmentation significative pour l'indicateur dynamique hydrologique de la nappe au cours des 10 dernières années sur le site de Dourier-Roussan. Pas de Dourier, pardon. Le I01, qui est l'indicateur, je fais que j'enchaîne un peu, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais l'idée c'est de vous les présenter. On pourra revenir en détail dessus, soit au travers des questions, soit avec tout à chacun par des travaux d'accompagnement pour lesquels il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et donc toujours dans les indicateurs de fonctionnalité du milieu, vous avez l'indicateur niveau d'humidité du sol, qui pour l'instant n'est pas publié dans la boîte, mais qui a le mérite d'exister, qu'on essaye d'appliquer et de calibrer à l'échelle Hauts-de-France, et qui a pour objectif, pareil, de traduire l'évolution du niveau d'engorgement des sols. Et là, on est vraiment sur du très long terme, puisque pour observer des évolutions au niveau pédologique, il faut quand même un sacré paquet d'années. Mais ça permet également de voir, d'aider des personnes qui ne seraient pas obligatoirement spécialisées en pédologie, une idée un peu si votre sol est témoin d'un engorgement fort ou pas. Et ça va dépendre notamment des horizons de surface qui vont être fortement favorisés dans ce calcul-là, ou si vous avez un horizon de surface qui va être témoin d'un niveau d'humidité fort, ben, vous allez avoir une très bonne note, et à l'inverse, plus les niveaux d'humidité descendent, plus les traces de niveau d'humidité descendent, plus votre note va diminuer. Mais il y a encore un certain nombre d'adaptations aux particularités locales à faire. Et pour l'instant, je ne vais pas vous le présenter plus en détail que ça. Donc voilà un peu pour les indicateurs fonctionnels, les 4 premiers indicateurs, et là on va enfin les 3 premiers indicateurs. Et là on va partir sur des indicateurs comme l'a présenté Sébastien, qui sont plus basés sur la biodiversité, qui ont pour objectif bien sûr de témoigner toujours de la fonctionnalité du milieu, mais d'apporter en plus de cette fonctionnalité une information sur l'évolution des habitats, l'évolution des cortèges d'espèces, et voir si les travaux impactent également vos différents peuplements que vous ciblez. Et comme l'a dit Sébastien, on se base sur une liste. Ces indicateurs se basent pour la plupart sur la même méthode, c'est-à-dire l'existence d'une liste régionale qui a été développée en interne, et c'est pour ça qu'on applique sur plein de sites. Les habitats présents
sur le site. Et pour certains indicateurs, notamment CIRF et hétérocère, vous avez la prise en compte des traits écologiques et de ce qu'on appelle la sténoésie, c'est-à-dire à quel point la valence écologique d'une espèce est grande ou pas. Donc plus elle va avoir une valence écologique faible, donc plus elle est sténoès, plus elle va avoir des attentes très particulières sur son milieu. Et l'idée de ces indicateurs, c'est déjà de voir, de comparer les espèces attendues et observées pour essayer d'évaluer ce qu'on appelle un niveau d'intégrité du peuplement, qui va vous donner une note, mais pas uniquement, puisque ce qui est important dans ces indicateurs aussi, c'est de faire l'effort d'analyser les taxons manquants ou inattendus, et en fonction de l'écologie de ces taxons, de réfléchir sur les hypothèses qui expliquent la présence de ces taxons. Est-ce que c'est l'inventaire qui n'est pas suffisamment intense? Est-ce que les travaux qui ont été mis en place, ils n'ont pas les mêmes effets? Est-ce que, enfin, il y a pas mal de réflexions après à avoir sur ces espèces qui sont présentes, mais qui n'étaient pas forcément attendues. Ou au contraire, qui sont, qui sont attendues, qui ne sont pas là. Et donc, parmi ces indicateurs, vous avez l'indicateur intégrité des peuplements de données qui fait partie de la boîte MEO, qui va être, en termes d'application, qui va être un peu plus sélectif. Hein, on ne va pas pouvoir l'appliquer sur tous les milieux humides. Vous avez la liste ici, donc pas les milieux haute altitude. En Haute-France, on est relativement tranquille de ce côté-là. Pas les lagunes salées, pas les prairies ou boisements à courte période d'inondation ou les tourbières sans gouille. Donc les gouilles, c'est une espèce de petites mares. En termes de périodicité, là, on est quand même sur une périodicité un peu mixte entre du court et du pas court, avec une application N+1, N+3, N+5, mais pas non plus sur une application tous les 5 ans ou tous les 10 ans, mais une application plus ou moins régulière. Il faut avoir un peu quand même des connaissances en niveau d'une notification de données avec à minima 3 points d'observation. Là, vous avez l'exemple du marais de Guine, où on est au T0, où vous avez des travaux, si je ne dis pas de bêtises, de débroussaillage, de curage de mares qui sont réalisés au niveau de cette zone-là. Et vous avez des points de suivi odonates qui ont été mis en place sur cette zone-là pour déjà voir l'intégrité du peuplement d'odonates pré-travaux. Et pour ça, on se base sur un certain nombre d'informations. Alors déjà, on va essayer de créer une liste de référence des espèces attendues qui va se baser à la fois donc, sur les habitats présents, qui va se baser sur la liste régionale et sur les habitats présents. On va faire un inventaire sur le site et on va regarder donc, les espèces présentes, mais on va prendre en compte uniquement les espèces qui ont un comportement territorial. C'est-à-dire qu'on va, dans notre inventaire, vraiment vouloir uniquement prendre en compte les espèces qui clairement utilisent l'habitat pour se reproduire, pour se nourrir, etc. Et donc, on va comparer cette liste d'espèces attendues par rapport à la liste d'espèces observées avec un comportement territorial et on va regarder ce qu'on a en termes de pourcentage d'intégrité, c'est-à-dire en comparant ces deux taxons. Alors, c'est légèrement plus compliqué que ça, mais je vous laisserai lire en détail la fiche, mais dans les grandes lignes, c'est ce que je viens de vous présenter. Et par exemple, sur le marais de Guine au T0, on avait 11 espèces sur les 23 espèces attendues, soit 48% d'intégrité. Si on considère que les points de suivi situés dans la zone où il va y avoir des travaux, on n'a que 8 espèces sur les 23, donc 35% d'intégrité, donc entre ce qui est attendu et ce qui n'est pas attendu et ce qui était observé. Et on estime qu'un peuplement, en tout cas pour l'instant, ça va peut-être modifier un peu, mais c'est que le seuil actuel, c'est 65% d'intégrité pour qu'on estime qu'un peuplement d'odonate est intègre. Mais au-delà de ce chiffre-là, ce qui va être encore plus important, comme j'ai déjà dit, c'est d'analyser les taxons qui sont là ou pas là pour savoir si notre suivi était bon ou pas, ou si les travaux sont adaptés. Le second indicateur pour lequel on utilise un peu cette approche-là, donc c'est l'indicateur CIRF qui va se baser donc sur les CIRF, qui va quand même demander un peu plus de compétences et de temps et de matériel, puisqu'il va demander des temps de malaise, il va demander des suivis sur une quinzaine d'années, pas forcément ultra réguliers, mais au moins tous les 5 ans sur une quinzaine d'années, et une connaissance et une identification des CIRF et des formations qui existent, mais qui va permettre d'apporter une approche habitat et une approche trait. Et pareil, on va comparer les espèces au rendez-vous vers les espèces attendues et les espèces au rendez-vous vers les espèces observées. Donc le même principe que l'indicateur odonate dont je vous ai parlé avant, mais on va aussi partir sur une analyse donc, des traits écologiques après.
Enfin, le troisième indicateur qui est spécifique BIMBAP, c'est l'indicateur de sténoécie, enfin le deuxième indicateur pardon, spécifique BIMBAP, c'est l'indicateur de sténoécie du peuplement d'hétérocères, qui est un indicateur qui fait un peu peur comme ça, mais qui à mettre en place, pour l'avoir testé plusieurs fois, est relativement simple à mettre en place. Il demande des compétences, enfin il va demander plusieurs relevés en soirée sur le terrain, avec du matériel relativement limité, si ce n'est la lampe à vapeur de mercure ou la lampe, en tout cas, il existe aussi des lampes LED qui sont spécialisées pour ça, qui est le matériel peut-être le plus coûteux là-dedans, et un petit guide d'observation qui, pour moi, qui était débutant dans ce volet-là, est assez facile à prendre en main, donc c'est pas un indicateur aussi compliqué que les autres, et il va avoir l'avantage de prendre en compte à la fois donc, les habitats, les traits et le degré de sténoïcie. Donc pareil, vous allez avoir une liste d'espèces d'hétérocères attendues. Vous allez sélectionner uniquement les hétérocères dans cette liste attendue qui sont typiques des zones humides avec les habitats que vous avez. Et en plus, ils vont être pondérés, ces espèces-là, en fonction de leur sténoïcie. C'est-à-dire, une espèce qui a un régime alimentaire très limité va avoir un poids plus important qu'une espèce qui va être polyphage, qui va manger pas mal, qui va pouvoir se nourrir de pas mal de choses. Et vous faites le même travail sur votre liste inventoriée et vous comparez l'intégrité avant-après. Un petit exemple d'application pour essayer de voir quelque chose d'un peu plus concret, c'est celui sur la tourbière de Marchienne, donc dans le département du Nord, où il y a des travaux sur la zone en vert qui viennent d'être faits l'année dernière de déboisement et de réouverture de cette partie-là de la tourbière, et où un premier relevé des peuplements d'hétérocères a été fait, pour voir un peu l'intégrité du peuplement d'hétérocères sur le site. Et vous avez en orange le nombre de taxons observés et attendus. Et pour chacun, enfin le nombre de taxons observés, le nombre de taxons attendus pour chacun des habitats et des niveaux trophiques. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y avait une trentaine d'espèces observées sur le site, 71 étaient attendues. La richesse pondérée, enfin, mais qu'une fois qu'on pondérait tout ça en fonction de la sténoïcie des espèces, on avait quand même une valeur d'ISH qui varie entre 0 et 1, qui est quand même assez élevée, de 0,89, donc qui peut être considéré comme un site en bon état de conservation. Alors, en bon état de conservation par rapport à une référence que nous, on a montée au conservatoire, puisqu'on s'appuie sur nos sites SEN pour monter le référentiel initial et pour essayer de monter cette valeur de bon état ou mauvais état basé sur cet indice de sténoïcie des hétérocères. C'est un indicateur qui va être difficile là, de vous présenter en une soirée, mais qui va faire l'objet d'une formation, alors pas en 2025, mais probablement soit en 2026, soit en 2027, en détail pour vous expliquer comment fonctionne l'indicateur et qui est très bien détaillé en fait dans la boîte à outils. Et enfin, le dernier indicateur, c'est l'indicateur ICOCAM, qui lui a pour objectif d'être appliqué sur des mares et qui va se baser sur les coléoptères aquatiques et qui va vraiment être dans le cadre, cette fois-ci, du suivi de mares et plutôt pareil sur du suivi 1, 2, 3, 4, 5 ans et qui va s'appuyer sur une comparaison de 4 indices qui sont l'indice de rareté relative, de richesse fonctionnelle, de richesse spécifique et de spécialisation des communautés. Donc, pour avoir cet indicateur, on va aller voir quel est le niveau de rareté de votre communauté que vous avez mesuré, quelle est la richesse fonctionnelle de votre communauté, quelle est sa richesse spécifique tout simplement, et quel est le niveau de spécialisation des communautés. Donc tout ça, vous avez un référentiel régional qui existe, et à partir de ça, vous calculez une valeur d'ICOCAM qui varie entre faible et très élevé. Donc pareil, tout est indiqué, tout est en détail dans la boîte à outils. Et puis, il y aura une formation qui est prévue cette fois-ci en 2026 sur cette ICOCAM. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter le jour où elle sortira si elle vous intéresse. Par contre, il faut, dans cet indicateur-là, avoir quelques compétences en termes de coléoptères aquatiques, ou en tout cas capacité de se former à ces coléoptères aquatiques. Alors voilà, je ne vais pas rentrer, je vous ai déjà noyé d'informations sur le fonctionnement, sur le détail des indicateurs, sur plein de choses, et que je vous amène à vous reposer ce week-end pour les prendre, pour les enregistrer, et puis voir la boîte à outils et pas hésiter à nous contacter. On sait actuellement qu'on a un déploiement relativement important de ces outils, on est majoritairement dans des évaluations initiales, donc
Voilà, je voudrais juste vous porter un point d'attention que c'est un outil de suivi de gestion ou de suivi de travaux et pas un outil d'inventaire, hein. C'est pas pour faire un inventaire qu'on utilise ces indicateurs-là. Et qu'il y a un travail d'accompagnement pour lesquels j'ai déjà, je pense, pas mal répété, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Et en termes de contenu, donc c'est une boîte qui continue à évoluer en fonction de vos besoins, de vos attentes, des besoins des acteurs, etc. Et qui a un panel d'indicateurs pour répondre à un panel d'objectifs. Tous les indicateurs ne s'appliquent pas à tous les sites et vous ne pouvez pas appliquer tous les indicateurs en même temps. Il y a chacun ses spécificités et il y a des évolutions qui vont se faire, des adaptations qui vont se faire. Moi, je pense notamment à la prise en compte des bryophytes dans les évaluations flore engorgement et flore fertilité, mais il y a un certain nombre d'autres indicateurs comme l'indicateur pédologique qui va se faire. Eh ben, je vous remercie enfin, on vous remercie pour votre attention. On espère ne pas vous avoir perdu sur cette formation. Et puis, vous avez nos contacts ici si vous avez besoin de plus de questions sur comment appliquer sur vos sites ces indicateurs ou alors plus d'informations sur comment ils fonctionnent ou comment analyser les données que vous avez relevées à partir de ces indicateurs. Donc, si jamais